Adeptes de la grande toile, bonjour. Il ne vous a sûrement pas échappé que quelques jours avant Noël sortait un film qui avait la prétention de ressusciter une saga mythique vieille de près de 20 ans, Matrix Résurrection de Lana Wachowski. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce quatrième volet inattendu des aventures de Neo et Trinity a radicalement divisé les spectateurs, qu'ils soient fans ou non de la trilogie des sœurs Wachowski. Mais qu'en est-il de l'équipe du ciné-club de Monsieur Bobine? Eh bien, jeudi dernier, nous étions justement invités au cinéma Le Vox afin de découvrir ce fameux Matrix 4 qui enflammait les internets, et pour animer dans la foulée un débat autour du film avec le public. C'est ainsi que nos trois chroniqueurs, Aurélien Noyer, Johan Orzulik et Julien Pavageau, se sont embarqués pour un périple de 3 heures en bagnole en direction de la charmante petite ville de Mayenne. Après tout, pour les deux du fond qui ne le savent pas encore, on a écrit un bouquin sur le cinéma des sœurs Wachowski, actuellement en vente dans vos librairies préférées ou sur le site de l'éditeur Sœurs d'édition dans la limite des stocks disponibles. En revanche, c'était la première fois qu'on se livrait à un tel exercice d'analyse à chaud, et durant tout le trajet, on recevait sans cesse des messages de nos amis ou de nos abonnés qui nous souhaitaient bonne chance comme si on partait au casse-pipe. Alors, est-ce que l'équipe de Monsieur Bobine a été aussi divisée sur ce Matrix Résurrection que les premiers spectateurs? Pour y répondre, je vous propose de regarder l'intégralité de ce fameux débat d'après séance. Bon alors je m'excuse pour la qualité de l'image et du son, mais j'ai fait avec les moyens du bord. J'en profite d'ailleurs pour remercier Yann Ralek pour m'avoir envoyé les quelques images qu'il a pu filmer. On remercie également Thomas Poutot d'avoir organisé cette séance avec nous. Souvenez-vous, c'était déjà lui qui nous avait invités à présenter une séance de Snowpiercer, du coup on était ravis de revenir. Et enfin, on remercie très chaleureusement tous les spectateurs qui ont participé au passionnant débat que vous allez à votre tour découvrir. Bonsoir à toutes et à tous, toujours un plaisir de vous recevoir ici au cinéma Le Vox pour une soirée assez particulière. Pour nous c'est le dernier événement de l'année, pour certains c'est la sortie de Matrix au cinéma, pour nous c'est le fait d'accueillir justement le ciné-club de Mr Bobine. Moi je vous avoue que je vous avais déjà reçu à Angers sur une séance justement du transpersonnage de Bong Joon-ho. La soirée s'était très bien passée et je me suis dit maintenant que je suis ici au cinéma à Mayenne, au Vox, l'occasion est belle puisque vous venez aussi de sortir un livre sur le cinéma des sœurs Wachowski. Donc je vous ai mis au défi ce soir aussi de découvrir le film en même temps que les spectateurs. Donc l'analyse après film sera vraiment à chaud et il y aura peut-être quelques petites gouttes de sueur qui tomberont aussi. On a littéralement été submergés de messages qui nous ont dit bon courage pour analyser ça à chaud. C'est bon. Donc voilà, on s'embarque tous pour le même train, on ne sait pas où ça va, mais voilà. On se revoit après. Et donc voilà, la séance sera suivie d'un débat et si vous le souhaitez, d'une séance de dédicace aussi avec votre livre qui sera présent dans le hall du cinéma. Donc il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Bon, on va pouvoir lancer le débat d'après-film. Moi, je vais commencer avec toi, Julien, parce qu'il y a un hors-série première qui vient de sortir. J'ai lu attentivement l'interview que tu as donnée, et tu disais que sur Matrix 2 et 3, finalement, tu étais furieux après le visionnage. Qu'en est-il ici ce soir? Là, c'est l'inverse, j'ai eu la banane tout le long du film en fait. J'ai pas forcément tout bien compris. Il va falloir le revoir 2-3 fois. Je pense que ça va pas être le cas de peu près tout le monde ici. Et Matrix Reloaded et Révolution, c'était pas des films qui étaient censés nous brosser dans le sens du poil. C'était littéralement des films qui nous bottaient les fesses en fait. Qui nous disaient tout ce que vous aviez cru comprendre dans le premier est faux. Et forcément, en tant que spectateur, moi qui avais aimé au premier degré Matrix, j'étais ressorti furieux. J'étais hanté par ces films pendant facilement, on peut dire même quasiment 20 ans. Quoi. Depuis qu'ils sont sortis, c'est des films que je revois périodiquement, que je réanalyse, que je revends. Donc il y a quand même un moment où je me suis dit, non, en fait, ces films-là, c'est plutôt une... Celui-ci est très différent dans son approche. C'est pas un film... de la manière dont il est fait, c'est pas un film qui est conçu comme une expansion, comme un quatrième volet à part entière, c'est plus un commentaire. Sur Matrix. Donc il est beaucoup plus direct. Même s'il y a beaucoup à dérouler, même s'il va falloir le revoir 2-3 fois pour saisir à peu près tout ce qui se passe, il y a quand même une charge assez violente et assez régénératrice quelque part là-dedans, même dans sa conception un peu bancale, parce que je pense qu'on est tous d'accord que visuellement c'est pas à la hauteur des 3 précédents, mais quelque part ça n'a pas dérangé une seule seconde.
peut-être parce qu'on avait prévu, hein, finalement. Mais ouais, là, j'en sors assez content en fait, d'avoir vu littéralement. Là, c'est pas les sœurs, c'est juste Lana Wachowski, mais d'avoir clairement dit à la toute fin merci Warner de nous avoir laissé une seconde chance, de vous dire allez vous faire foutre. C'est littéralement comme ça que j'ai compris le final. C'est voilà, maintenant, quand le personnage de l'analyste explique à Neo et Trinity, bon, vous avez besoin de nous, vous ne pouvez pas faire ça dans votre coin comme vous voulez, vous avez besoin d'un cadre, de structure, elle dit bah non, on vous emmerde, on va continuer à faire comme on veut, on fera peut-être plus du cinéma, on fera peut-être autre chose, mais on va continuer en fait à faire ce qu'on a envie de faire et à le faire de la manière dont on l'entend. Et c'est ça. J'avais vu quelqu'un, Océane Zerbini pour la citer, sur Twitter, qui avait dit un grand merci aux pompes de la Warner qui ont été assez teubés pour valider ce film. C'est un peu l'idée que j'ai. Enfin, ils ont validé un film qui leur crache à la figure tout du monde, quoi. Et quelque part, dans le climat actuel, avec tous les films qui se ressemblent, qui sortent littéralement à la chaîne, ça fait du bien en fait, de voir ça, même s'il va falloir du temps pour le digérer, ça fait quand même du bien là, tout de suite. Donc voilà, vous en pensez où? Réaction partagée par Aurélien et Johan ou... Ouais, plutôt pour ma part. Par rapport à ce que disait Julien sur le rapport aux trois autres films, je pense qu'aussi la grande différence avec ce volet, c'est qu'il arrive donc bien plus tard, après que les sœurs Wachowski aient sorti une carrière un peu plus développée. Et il y a pas mal de thèmes du coup qui vont prolonger ce qu'elles avaient commencé à développer dans d'autres films ou en série télé avec Sense8, notamment tout le discours sur la nécessité de l'entraide, la nécessité de construire des ponts à la fois entre les individus, entre des types de catégories différentes, que ce soit dans ce film-là, entre Neo et Trinity, ou entre les humains et les machines, ou entre les humains et les programmes, et les machines et les programmes. Et c'est des choses qui étaient déjà en germe dans leur cinéma et que là, Lana prolonge. Donc il n'y a pas forcément ce côté rupture qu'on pouvait avoir entre Matrix 1 et Matrix 2. Là, il y a plus une dimension de continuité. Et en cela, ouais, le film est assez intéressant de voir comment elle utilise ce quatrième volet de Matrix pour prolonger en fait une partie de sa filmographie. Yoann, tu veux dire un petit mot? Juste dire que je ne sais pas quoi en penser en fait. Comme pas mal de gens. Je trouvais qu'il y avait du bon et du moins bon, mais après j'ai trop, contrairement à mes collègues, j'ai trouvé le film assez mélancolique en fait. Limite, ça m'a fait un peu le même effet que quand vous lisez des bouquins de Stephen King et que vous avez l'impression que c'est justement Stephen King qui parle de lui-même et tout. Et là j'ai eu cette impression-là, notamment avec le personnage de Neo, où c'est à peine voilé que c'est la Wachowski qui parle d'elle-même, de l'héritage qui a été malmené de Matrix, etc. Mais c'est ce qui, mais au moins, ça a un mérite justement de dire, le fait de se dire, je ne sais pas si j'ai aimé ou pas, ou si j'ai rien compris ou si j'ai compris, c'est plutôt positif quelque part par rapport à bien d'autres films à l'heure actuelle. Et justement, pour revenir sur la production du film, parce qu'on parle toujours des sœurs Wachowski, là, on a juste Lana. Comment on explique ce fait-là? Alors, ça vient à la base, si je me souviens bien, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où Lily commençait sa transition en tant que femme trans, elle a été outée par un journaliste du Daily Mail, si je me souviens bien, et c'est quelque chose qu'elle a très mal vécu, de ne pas pouvoir en fait contrôler en fait son image et contrôler la façon dont elle voulait annoncer ça au monde. Et elle s'est un peu retirée en fait du monde d'Hollywood en gros et de la production. Elle est revenue un peu en produisant une sitcom sur une petite chaîne américaine qui s'appelle Working Progress, mais à part ça, elle a clairement dit que ça ne l'intéressait plus de faire des films. Elle a aussi clairement dit que ça ne l'intéressait plus de faire de la science-fiction. Ce qu'elle a dit, c'est faire de la science-fiction pour avoir une espèce de sous-texte, un message caché dans les images que je montre, ça ne m'intéresse plus. Moi, si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis frontalement. Et en l'occurrence, Work in Progress, c'est une sitcom qui est clairement très progressiste dans son message, qui va mettre en scène des personnages trans,
clairement, elle a trouvé avec ça le moyen de dire ce qu'elle avait envie de dire. Et lorsque Lana apparemment a été approchée par Warner, c'est un peu ce qu'on comprend, que Warner a commencé à dire on veut faire un 4e Matrix, et vas-y, ouais, si tu veux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les sœurs Wachowski ont une relation assez compliquée avec Warner. Et c'est pour ça que je pense que Warner s'en prend plein la poire dans ce film spécifiquement. Parce qu'en fait, quand elles étaient en train de. Quand Warner les avait rappelées, soit avec la personne de Jeff Robinoff, qui était le patron de la section cinéma, et qui se trouvait être leur ancien agent. Donc c'est quelqu'un qui les connaissait bien et qui leur a dit bon, dites, ok, vos 2 derniers films se sont plantés, mais est-ce que ça vous intéresserait de revenir sur une grosse franchise, un peu un truc à la Matrix, et vous faites 3 films, vous faites une trilogie, et on vous file un gros budget. Et c'est comme ça que Claude Atlas et Jupiter Ascending est né. Donc là, ils ont dit ok, nickel. Entre-temps, pendant la production du film, Jeff Robinoff a quitté Warner pour des raisons de contrat. On sent en tout cas, j'ai pas tous les éléments, mais en tout cas, il n'est pas parti en bon terme avec Warner. C'est Kevin Tsujohira, je suis désolé d'écorcher son nom, qui l'a pas remplacé, mais qui l'a fait remplacer par 3 personnes et qui prenait plutôt les décisions derrière. Et qui a visiblement strictement rien à faire de Jupiter Ascending. Le film a été. Bon, je ne sais pas exactement comment ça a impacté la production, mais c'est clair que quand on voit le film, on voit que ça a été impacté. Le film est coupé un peu n'importe comment. Et il a été sorti en sortie technique, donc littéralement sacrifié. Donc le film s'est planté, et là, les sœurs Wachowski, en gros, ont probablement pas très bien vécu, quoi. Donc déjà, avec Warner, il y avait ça. Entre-temps, Warner a fait exactement ce que font les personnages les personnages des créateurs de jeux vidéo. Ils se sont dit, bon bah en même temps Matrix c'est une franchise, elle nous appartient, et si on lançait tout simplement un spin-off ou n'importe quoi, préquel ou tout ce qui était à la mode dans cette période-là. Et elles ont confié à Zach Penn, Zach Penn, c'est un scénariste, il était sur Ready Player One, Last Action Hero aussi. C'est ça. D'accord. En fait, c'est son premier. C'était en gros, c'est un mec qui a une carrière assez particulière malgré tout. Bon, c'est pas un bon scénariste, mais c'est un type qui a une carrière très intéressante puisqu'il a démarré sa carrière en écrivant la première version de Last Action Hero, qui après a été retravaillée par Shane Blake notamment. Et en fait, c'est un mec qui a un peu roulé sa bosse. Et notamment, pour vous donner un exemple, il a même tourné un faux documentaire sur le Loch Ness avec Werner Herzog, notamment, le réalisateur de La guerre, la colère de Dieu, etc. En fait. Donc c'est un mec qui a une carrière assez atypique quand même à Hollywood. Et en fait, il avait eu l'idée d'écrire un spin-off centré sur la jeunesse de Morpheus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le projet a été lancé, mais c'est bloqué en fait. C'est bloqué et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelles. Alors non, apparemment, on ne voulait pas. Et même Zach Penn était en mode, bon, tant pis, si ça se fait pas, c'est pas grave. Et en fait, c'est l'arrivée d'Anna Wachowski qui est venue sur le projet suite au décès de ses parents, à qui le film est dédié. Qui disait qu'au lendemain de la mort de ses parents, elle s'est réveillée un soir et les personnages de Neo et Trinity lui sont revenus en tête. Et elle a décidé justement de se lancer dans la confection de ce nouveau Matrix pour faire le deuil, on peut le dire, de ses parents. Et Zach Penn a accueilli la nouvelle en disant je ne vois pas qui d'autre que mieux que Lana Wachowski pour retourner dans l'univers Matrix. Donc il a pris avec beaucoup de fair play. Et donc c'est comme ça que la mise en chantier de Matrix, Résurrection que vous venez de voir, s'est enclenchée et ça s'est automatiquement tout débloqué. Il y a eu le retour donc de Keanu Reeves qui a été confirmé immédiatement, aussi de Carrie Ann Moss. Et en fait, elle a fait venir avec toute son équipe, notamment de Sense8, et aussi qui est là depuis tout le reste, c'est-à-dire le chef opérateur John Toll, qui était pour info oscarisé pour son travail sur Braveheart de Mel Gibson. Notamment Tom Tykwer, qui était le co-réalisateur, non plus beaucoup de Cloud Atlas, mais qui est aussi réalisateur du Parfum, qui a produit à sa société, notamment la mini-série Le Jeu de la Dame, et Cloud Atlas. Et notamment, donc, c'est lui qui co-compose la musique avec et Sensei. Et c'est lui en fait qui co-compose la BO avec ses associés Reynold Ames.
avec qui il compose en général toutes les musiques de ses films. Et enfin, donc, si vous avez suivi la série Sense8, il y a effectivement pas mal d'interprètes et de second rôle qui sont revenus justement, voilà. Et du coup, c'est dans ce contexte-là qu'elles reviennent. C'est-à-dire, en gros, Warner leur a littéralement dit d'aller se faire voir, enfin leur dire on n'a plus besoin de vous, et s'apprêtait à faire Matrix dans leur dos, en fait. Donc, le fait qu'elles reviennent, pas forcément pour récupérer sa création, mais elle en parle quand même dans ce film-là, Lana Wachowski. Je pense qu'elle revient seule aussi, parce que comme tu dis, Lily a forcément envie de revenir sur la scène publique, mais aussi parce que l'héritage de Matrix a l'air de lui peser énormément. L'héritage dont il est question ici, c'est-à-dire la fameuse Red Pill qui a été reprise par toute une partie de la right américaine, ça c'est des choses qu'elles n'ont pas très bien vécues. Il y a eu cette série de tweets qui a été lancée sur Twitter, qui était à la fois hilarante et assez désespérante, parce que c'était Elon Musk, l'année dernière, qui avait, je ne sais plus dans quel contexte, pour un truc qu'il avait sorti, il avait mis est-ce que vous avez pris votre pilule rouge? Ivanka Trump, donc, Trump était président, donc, avait retweeté en mettant Tekken. Lily Wachowski avait retweeté les deux en mettant Fuck Both of You. Donc, tous les deux vous faire foutre. Parce que c'était clairement l'antithèse, c'était l'antithèse de ce qu'elle voulait faire signifier à la pilule rouge. Là, elle s'en amuse énormément, encore une fois, mais encore une fois, c'est toujours un piège. C'est toujours quelque chose qui nous emmène encore plus loin dans la fantaisie. Et comme ce film-là a l'air de parler plus spécifiquement de fiction, on est encore une fois sur un film qui nous explique que rien n'existe, il n'y a pas de monde réel, encore une fois, dans ce Matrix-là. La seule chose qui est réelle, c'est la relation entre Trinity et Neo. C'est l'amour qui les unit, donc c'est la connexion. Pour moi, ça a plutôt une tonalité positive finalement. Toi, tu vois quelque chose d'assez mélancolique, mais moi j'ai plutôt l'impression d'avoir quelque chose d'assez régénératif, disant mais on peut très bien se débarrasser de tout ce décorum, de tout ce bazar, du moment qu'on a ça. Cette connexion-là entre deux qui est réelle et qui marche. En fait, je trouve le film assez mélancolique parce qu'il y a toujours l'idée du suicide qui revient fréquemment en fait. C'est un suicide artistique quand même. Et c'est un suicide artistique. Mais il y a quelque part, effectivement, ce que je trouve malgré tout intéressant, c'est qu'effectivement, c'est impossible en fait de ne pas penser, effectivement, comme l'a très bien dit Julien, une forme de doigt d'honneur envers Warner, envers le cinéma actuel, ça c'est impossible. C'est vrai qu'effectivement, on en parlait beaucoup avant de venir, mais il y avait un film et un cinéaste qui nous tarentent depuis un moment, parce qu'on compare souvent au Wachowski, c'est John Carpenter en fait. Parce que John Carpenter a été justement un cinéaste dont les œuvres, à part Halloween et Grosso Merdo Halloween et 1997, ont eu le malheur en fait d'être toujours trop en avance sur leur temps, au point que ces films ont été reconsidérés que par la suite. Ce qui est le cas en fait pour Lily et Lana Wachowski. Il commence 20 ans après seulement à avoir justement vraiment une reconsidération assez importante de Matrix Revolution, mais surtout de Speed Racer en fait. C'est vraiment, je pense, le film qu'on peut le plus rapprocher de l'œuvre de Carpenter et notamment d'un film qui s'appelle Les Aventures de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin, qui était en fait le film qui préfigurait tous les Matrix de 20 ans d'avance, qui préfigurait tous les Matrix, les Kill Bill, etc., c'est-à-dire dans la fusion entre le cinéma occidental et asiatique. D'ailleurs, je ressors encore une fois plus là-dedans. Et en fait, si vous voulez, Carpenter avait conçu un film en particulier qui lui tenait à cœur, 20 ans plus tard, qui était Escape from LA, Los Angeles 2013 en fait. Qui est un film qui est né aussi pareil, une gestation assez douloureuse, puisqu'on le sait, ça a été pour obliger sa carrière et tout, mais il l'a fait, il était très malade. Et il pensait sincèrement que ça allait être son dernier film et qu'il allait mourir. En plus, c'est un film qui a eu d'énormes problèmes de production. Par exemple, la boîte de SFX a fermé pendant la post-production, ce qui fait que les SFX n'ont jamais été terminés. Et en fait, il résulte de ce film, c'est vraiment un doigt d'honneur également. C'est-à-dire que c'est un doigt d'honneur, mais fait dans la joie et la bonne humeur. C'est-à-dire que c'est une parodie de LA, mais en même temps, c'est un commentaire sur la société d'Hollywood, etc., puisque tous les symboles y sont retournés. Il y a à côté une bouffonnerie, d'ailleurs, qui est assez présente et qui est un peu similaire à ce qu'on voit là. Et effectivement, la fin est un gigantesque doigt d'honneur, mais qui va encore plus loin que ça, avec l'idée d'éteindre la Terre. Et littéralement, c'est Snake Plissken qui éteint l'écran de cinéma. Et là, il y a effectivement un côté comme ça, c'est-à-dire que même dans les défauts, je trouve qu'on peut retrouver, c'est-à-dire même dans les SFX qui sont parfois, mais qui sont utilisés de manière assez, je trouve, assez subversive, notamment l'effet de bullet time qui m'interroge quand même beaucoup.
Parce que objectivement, la scène de confrontation de Bullet Time entre Neil Patrick Harris, l'analyste, et Carrie-Anne Moss et Keanu Reeves, fait littéralement penser à une utilisation des SFX, une parodie du Bullet Time en fait. Mais après, quant à savoir si c'est volontaire ou pas et à quel degré, je préfère pas trop m'avancer parce que ce que je vous dis par exemple peut aussi s'appliquer à Los Angeles 2013, puisque beaucoup disaient à l'époque que les SFX ratés étaient volontaires pour créer une sorte de satire de l'image fausse, l'image fictionnelle, alors qu'en fait non. C'est parce qu'en fait les SFX n'étaient pas terminés et paradoxalement ça a ajouté du grain à moudre à la dimension sarcastique du film. Donc c'est là où en fait je dis qu'effectivement je ne sais pas comment en penser, parce que justement est-ce que c'est sujet à diverses interprétations, enfin voilà. Ouais, personnellement, je me rangerais plutôt du côté de Julien, notamment parce que. Désolé, Ivan. Quelque chose que j'ai pour le coup vraiment apprécié dans le film, c'est presque en fait son côté brouillon dans un certain sens, où on a l'impression que Lana Wachowski a voulu mettre énormément de choses sur papier, et plutôt que d'essayer de se dire je veux relancer ma carrière, je veux refaire un truc comme le premier Matrix, très contrôlé, très calibré, qui va plaire au plus grand nombre. Ça a été, j'ai plein de choses à dire, je vais les mettre sur papier et si les gens ne suivent pas, tant pis pour eux, je vais me faire plaisir littéralement. Ce qui fait qu'on peut y trouver énormément de choses, plein de commentaires sur, par exemple, quelque chose que j'ai beaucoup trouvé assez drôle, c'est la façon dont elle a transformé la matrice. C'est-à-dire que dans la première trilogie, la matrice était censée vraiment être une imitation du monde de 99 en gros, donc quelque chose d'extrêmement fidèle à la réalité. Tandis que là, ce qu'on voit dans cette version-là, c'est que déjà la matrice n'est plus une représentation de la réalité, mais s'inspire beaucoup plus en fait de l'internet. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnages qui s'expriment avec des OMG, des WTF, quelque chose qui n'est pas vraiment utilisé dans la vie réelle, mais extrêmement utilisé en ligne. Vous avez le personnage du mari de Tiffany / Trinity qui s'appelle Chad, c'est-à-dire en fait qui reprend littéralement le nom d'un mème qui est censé représenter une espèce de mâle alpha super beau gosse et qui contrôle tout le monde. En plus de reprendre le nom de l'acteur. En plus de reprendre le nom d'acteur Chad Stahelski, qui est la doublure de Neo dans les premiers Matrix. Et voilà, l'acteur de John Wick, effectivement. Donc voilà, il y a tout ce côté-là très méta, et donc ça, je trouve que le film est assez amusant à ce niveau-là, et le fait qu'il sorte à un moment où justement on a Mark Zuckerberg, qui est d'ailleurs cité, qui lance le métaverse, où apparemment il essaie de revenir finalement à la vision qu'on avait en 1999 d'un monde virtuel où on peut se projeter en tant qu'avatar. Ça rend ça donne des niveaux de lecture au film qu'il va falloir du temps pour décortiquer, je pense. Et la scène effectivement du mérovingien qui d'un coup se lance dans cette espèce de tirade très vieux con sur oui, avant on avait des artistes, on avait des livres, on avait des peintures, et maintenant on a Wikipédia, c'est honteux. Et je pense que voilà, ça fait partie d'une obsession des Wachowski qu'on retrouve dans leur art depuis très longtemps, qui est de ne pas hiérarchiser les différentes formes d'art. Que pour elle, en fait, il n'y a pas forcément de gradation entre, je sais pas, entre du John Woo et Baudrillard, ou entre du Tex Avery et Platon. Voilà, pour la dire courte. Et donc le fait d'avoir cette espèce de mérovingien complètement déchu, alors qu'effectivement dans le premier il représentait cette espèce d'élite et qui d'un coup a perdu de sa superbe et est toujours aigri que en fait ses formes d'art supérieur ne soient plus reconnues. Je pense qu'il y avait vraiment effectivement une volonté assez ludique de Lana Wachowski de dire vous les élitistes à un moment allez vous faire foutre tout simplement. Moi j'aurais plein de questions à vous poser, mais l'idée c'est aussi de faire interagir les gens qui sont avec nous ici ce soir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, monsieur devant. Bonsoir déjà. Bonsoir. C'est pas tellement une question que par rapport à la scène justement dans le garage entre Neo et Trinity. Justement, c'est exact. Parce que moi, pour le coup, c'est la deuxième fois que je le vois dans le film.
La première fois, j'étais un peu dans le même tableau. J'avais rien compris en fait. Et là, c'était révélateur en fait. Et cette scène du garage, pour moi, en fait, c'était un peu tout. Je savais que c'était l'essence, que le cœur du truc se trouvait là en fait, pour moi. Et bah là, la deuxième fois, c'était vraiment quelque chose parce qu'en fait, dans Matrix, en fait, le bullet time, c'était l'essence même de l'esprit qui se libère des contraintes du monde de la logique en fait binaire du monde réel, de la physique, etc. Et là en fait c'est réutilisé de manière complètement, c'est ridicule en fait, on dirait presque un effet prototype du bullet time, ça ressemble pas vraiment au bullet time, mais c'est utilisé par quelqu'un qui pourrait représenter la Warner ou quelqu'un qui pourrait avoir volé le concept pour le réutiliser contre le personnage qui en fait est censé être libéré grâce à cet outil en fait. Donc je trouvais justement vraiment cet effet de miroir, parce qu'en plus il y a constamment un effet de miroir dans le film. Le film s'ouvre par le code qui défile en bas, puis en haut. Exactement. Ensuite qui s'ouvre sur le reflet dans la flaque pour ensuite révéler que c'est juste une flaque. Enfin, il y a constamment ce rappel en fait de Lana de dire oui, bah, vous avez utilisé Matrix pour le mettre dans Space Jam 2, bah, regardez moi ce que je vais vous dire en fait à travers mes scènes. Je vais vous montrer à quel point vous êtes ridicule, vous avez absolument rien compris du concept de notre film en fait, dès l'origine, ce qui est révélateur de l'époque déjà, parce que dans les bonus des films, à l'époque, ils disaient on a adoré dès le départ, on savait qu'on n'avait pas tout compris, mais on voyait que c'était grand en fait, alors qu'en fait c'était rien pigé quand il a signé le contrat en fait. Donc, Ouais, c'est super intéressant parce que c'est effectivement, là, c'est la première fois qu'on le voit et du coup il va falloir que je le revoie avec ça en tête. Moi, du coup, pour aller dans ce sens-là, l'idée en fait que la Warner ait réutilisé l'œuvre des Wachowski contre elle, c'est d'autant plus intéressant que Lana Wachowski, elle, à la toute fin, nous explique qu'elle retourne les armes de la Warner contre elle. L'idée, c'est un peu ce que faisait, tu citais Carpenter, mais aussi Paul Verhoeven sur Robocop, c'est-à-dire voilà, vous allez prendre quelqu'un, vous allez le transformer en machine, et lui il va réutiliser ce que vous lui avez donné et s'en servir pour redevenir lui-même en fait. À la toute fin, Robocop, on pourrait le voir comme une métaphore de Paul Verhoeven lui-même. C'est-à-dire c'est Paul Verhoeven qui arrive sur un blockbuster, qui dit ok très bien, vous voulez me conformer à votre moule hollywoodien, moi je vais faire semblant de me conformer et à la fin, je vais redevenir Paul Verhoeven, augmenter la technologie hollywoodienne et de la force de frappe hollywoodienne. Et là, quelque part, Lana Wachowski, à la fin, elle dit, voilà, vous allez essayer de retourner notre œuvre, vous allez essayer de la faire dans notre dos, voilà ce qu'on en fait nous, enfin ce que j'en fais moi, en l'occurrence, elle est toute seule, mais bon, je suppose que Lily Wachowski est à peu près dans le même état d'esprit. Je vois mal quand même un gros chiffre entre les deux à ce niveau-là. Et donc l'idée de renvoyer l'ascenseur à la Warner en disant, voilà, nous on va faire la version inversée. D'ailleurs, en plus de la matrice qui effectivement s'ouvre à l'envers sur Résurrection, il y a aussi la référence à Alice qui était déjà dans le premier. Mais ici, c'est pas une référence à Alice au Pays des Merveilles, c'est une référence à la suite. Alice Through the Looking Glass, au travers du miroir. Désolé pour mon accent un peu calme. Et en plus, le livre est filmé à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un monde. Alice retourne au Pays des Merveilles, mais dans un monde totalement inversé. Où pour aller loin, il faut faire très peu de pas, ou pour aller vite, il faut marcher lentement, où tout est inversé jusqu'à l'absurde. Et là, encore une fois, c'est difficile de ne pas y voir une autre intention, de ne pas se dire, mais voilà, on va réutiliser tout, on va tout inverser. Vous aviez une femme en robe rouge dans le premier, maintenant on va faire une jeune fille avec des cheveux bleus et des lunettes bleues. On prenait des pilules rouges, maintenant on prend des pilules bleues. Donc cette inversion, elle est très intéressante. Et du coup, merci, je retourne aller voir le film. Alors, il y a qui voulait réagir. En fait, c'est pour aller dans votre sens sur la compréhension de cet effet-là. C'était Joel Silver, un producteur justement qui à l'époque de Matrix Reloaded avait dit en interview qu'en fait les Wachowski avaient été très déçus justement de voir l'effet bullet time qui avait popularisé le film réutilisé à outrance, parce que c'était l'époque de Charlie c'est drôle de dame, de Scary Movie, on voyait partout, même dans énormément de pubs. Et en fait, au départ, les Wachowski étaient flattés au début, mais très vite, quand elles ont vu que c'était overdose, que l'effet avait été parodié et tout, elles ont trouvé tout, quoi. Et en fait, c'est ce qui les avait poussés justement à choisir une autre optique en termes de rendu d'effets spéciaux, de travail et tout. C'est-à-dire que
Matrix Reloaded jouait énormément sur la notion de caméra liberté, en fait, qui avait justement déjà été mise en œuvre, notamment chez des cinéastes comme Choyark sur Time and Tide, ou même Gaspard Noé sur Irréversible avec les plans séquences dans les voitures et tout. Et en fait, c'est pour ça qu'elles ont décidé de changer leur fusil d'épaule et de plus penser en fait à la mise en scène comme quelque chose de conceptuel et qui est intrinsèquement lié à la fois aux effets spéciaux, mais surtout plus au langage de la caméra en fait. D'où le fait que justement elles sont très vite enlevées du bullet time. Et l'exemple le plus parfait de ça, c'était dans Matrix Reloaded, avec le climax de la poursuite d'autoroute, où justement c'est on va dire, une espèce de bullet time transcendé, avec le camion qui se frite, etc. Donc c'est une manière de dire, ça c'est l'apothéose, et tout ce qui précède, mais ça ne peut fonctionner que s'il y a tous les éléments dans la scène qui le précèdent en fait, c'est-à-dire tout l'aspect chorégraphique et tout, qui fait que justement ça marche. Et effectivement, la lecture, le grille de lecture de Stossel va effectivement dans le sens et dans celui de Julien, effectivement. Bonsoir. Ouais, il y a quelque chose quand même, enfin, par exemple, les grands réalisateurs de films d'action, par exemple, hollywoodiens, je pense à Cameron, par exemple, sont parfaitement conscients que, passé Terminator 2, ils deviennent leur propre ennemi aussi quand ils font un film d'action comme ça. C'est-à-dire que là, c'est suicidaire en fait d'essayer de faire un Matrix 4 qui dépasse les scènes d'action. Ça allait déjà de faire le 2, ça allait de faire le 3. Et ils s'en sortent pas si mal finalement sur les scènes d'action dans le 2 et le 3. C'est-à-dire que quand même on atteignait une espèce de quintessence, pas que du bullet time quoi. Et là du coup les scènes d'action par exemple du film sont tout à fait oubliables. Et d'ailleurs elles racontent rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu dramatique dans ces scènes d'action. La pire étant celle du numéro 20 qui n'a absolument aucun intérêt scénaristique. C'est vraiment là on peut mettre le cerveau en veille 10 minutes parce que et donc c'est ça aussi, je pense, que raconte le film, quoi. Et c'est déjà ça dans Cloud Atlas, qui est un film qui est long, qui a quand même pas énormément de scènes d'action. Et là j'ai pas regardé, mais ça met une bonne heure, je pense, avant qu'il se passe quelque chose en termes d'action. Et le film n'est pas long, dans le sens où on ne s'ennuie pas, c'est-à-dire que les enjeux sont posés. Et en plus, il n'est pas redondant avec la thématique du premier Matrix, c'est-à-dire que là, ils en sont conscients aussi, c'est-à-dire que autant. D'ailleurs, c'est le discours un peu de Niobe qui dit bon, maintenant que la technologie est là et qu'on n'a pas gagné, quoi, et qu'on ne l'a pas écrasé, il va falloir s'en démerder de cette affaire-là, il va falloir composer avec, et il va falloir l'utiliser intelligemment. Quoi. Alors, je ne suis pas sûr que la partie sur l'alternative, ça soit les fraises. C'est-à-dire que ça me fait quand même toujours un peu rigoler, quoi, l'alternative paysanne à la technologie, ça me paraît assez discutable dans la réflexion alternative. Par contre, voilà, je pense que c'est la fin du film d'action pour les Wachowski, s'ils refont des films ensemble, si elles le refont. Alors là, je suis pas du tout sûr que ça les intéresse encore, quoi. La manière dont c'est filmé, la manière dont c'est foutu. Autant c'était avant, dans le premier, par exemple, complètement clinique, complètement chorégraphié, et on comprenait très bien. Autant là, c'est parfaitement brouillon. Enfin, moi je trouve que c'est pas la story qui est intéressant, quoi. La fin non plus. La fin, je veux dire, la fin avec les zombies, quoi. Bon, en plus, littéralement, ça va, tout le monde est devenu un zombie. Voilà, je pense que. Moi, je pense pareil, qu'il y a quand même beaucoup de désillusions aussi. Matrix pouvait avoir une petite prétention à secouer un peu les spectateurs et à montrer qu'il y avait des univers alternatifs. Là, je pense que vraiment, ils ont acté qu'ils n'ont pas réussi de ce point de vue-là. Et je pense que c'est la. Je pense que de ce point de vue-là, il y a une mélancolie. Ouais. Je pense qu'il y a un regret aussi des films d'action des années 90 qui étaient, de ce point de vue-là, un peu la quintessence, quoi. Moi, je le vois comme ça. Enfin, je ne sais pas comment vous le vivez. Alors, personnellement, en fait, je suis relativement d'accord. Je mettrais un petit bémol sur le fait. Alors, effectivement, énormément de scènes d'action sont relativement oubliables. Il y a quand même un élément que je trouve assez significatif dedans et qui, pour le coup, marque une vérité artistique, enfin, du moins, le fait de vouloir dire quelque chose, c'est le fait que Neo passe le plus clair de son temps à arrêter des balles, à arrêter des gens, et justement, on ne se bat plus. Mais ça rejoint un peu ce que vous dites sur l'idée que l'action pour l'action, c'est effectivement pas ce qui intéresse manifestement Lana Wachowski. Alors je sais qu'il y a des gens, j'avais vu passer des commentaires en disant bon,
Apparemment, c'était plutôt Lily Wachowski qui était fan d'arts martiaux et de scènes d'action. Apparemment, moins Lana. Ce qui est assez rigolo parce que si vous regardez Sense8, la série qu'elles ont fait, donc, sur laquelle elles collaboraient toutes les deux pour la première saison, qui était finalement peut-être la plus pro en scène d'action. Et lorsque Lily est partie pour la saison 2, Lana était toute seule, et pour le coup, la série s'est beaucoup plus orientée vers l'action pure, les fusillades, la bagarre, alors que, voilà, pour le coup, c'était déjà Lana toute seule. Donc, est-ce que c'est vraiment une déclaration d'intention pour la suite de sa carrière, ou est-ce que c'est une volonté de rupture par rapport à Matrix uniquement? Je n'ai pas de réponse à ça pour le moment. Mais Julien, je voulais dire. Je pense qu'il y a aussi des contingences tout simplement liées au fait que c'est plus Yuan Wuling qui fait les chorégraphies. Lana, on ne sait pas dans quel contexte aussi, je ne sais même pas d'ailleurs quel est le budget du film. Je crois que c'est à peu près 150 millions de dollars. Oui, putain, quand même. Ils le disent à un moment, ouais, c'est beaucoup plus cher et beaucoup moins bien. Enfin, je crois qu'il y a une espèce de gag là-dessus sur. Oui, c'est ça. Mais voilà, on sent peut-être que le Covid est passé par là, peut-être que le film a été. Parce que entre le scénario et le film, ça a l'air quand même vachement rapproché. Enfin, le film est sorti très rapidement, donc je ne sais pas à quel point la production n'a pas été impactée. Alors, moi, il y a quand même un élément sur les scènes d'action qui, comme tu parles, je suis d'accord, c'est pas forcément réussi, le montage est assez épileptique. Ça me dérange pas des masses dans la mesure où, bon, alors, ça fait penser à l'école de Londres, hein, effectivement, mais il y a quand même l'idée d'avoir quelque chose d'assez frénétique. C'est-à-dire que c'est quand même des séquences où le personnage de Neo est en train de faire limite une crise d'angoisse, et c'est souligné par la musique, et c'est souligné surtout par l'effet de meute, qui est un peu la grande nouveauté en fait, enfin la grande nouveauté. Une espèce d'idée rajoutée, qui est une reprise plutôt du Smith de Révolution, qui pouvait se dupliquer et donc contrôler plusieurs de ses avatars, surtout dans le Bollywood en fait, de Matrix Reloaded, donc la grosse scène de combat avec tous les agents Smith. Mais ça aussi dans l'idée que finalement, si comme tu disais, cet épisode se déroule dans Internet, ça veut dire que tu peux littéralement contrôler par l'émotion, juste en poussant un peu les gens, tu peux les contrôler, attaquer n'importe qui. Comme n'importe quelle vague de bullying sur Internet, les raids sur Facebook, ce genre de choses. Et moi, encore une fois, je ne sais pas à quel point c'est le cas, si je suis analyste quand je le revois, mais ça m'a fait beaucoup penser à ça, cette idée de meute, cette idée qu'on va vous balancer 50 000 personnes jusqu'à l'absurde à la fin. Moi, j'aime beaucoup la séquence de fin, mais on va pas se mentir, ça ressemble à celle de Fast and Furious 8, avec toutes les bagnoles qui tombent. Je trouve l'idée assez rigolote, et encore une fois, l'exécution est ce qu'elle est. Mais l'idée de terminer sur cette espèce de scène de zombies complètement guignolesque, moi ça me va. Bon, après, encore une fois, ce sera à chacun l'appréciation. Je reviens aussi sur le personnage de Niolé. Tu disais sur revenir à l'espèce d'idée de l'agriculture comme. En fait, la fraise, c'est pas juste une fraise, c'est une fraise qui a été reconstituée par l'ADN. Et c'est littéralement présenté comme le fruit du travail de la technologie et d'une biologiste. Et donc c'est à la fois, c'est encore une fois une fusion. C'est que c'est un fruit, littéralement, qui naît d'une connexion qui s'est créée complètement improbable entre une machine et un être humain. En tout cas, ce qui est présenté comme des humains dans ce film. Encore une fois, la question de la réalité, je crois qu'il y a une séquence assez rigolote où l'un des personnages parle du monde réel à Neo, et Neo dit la réalité, encore ce mot. Voilà, encore une fois, ce n'est qu'une fiction, qui se réfléchit en tant que fiction, comme l'était déjà la trilogie Matrix. Il n'y a rien de réel. La seule chose réelle, ça va être les connexions qui se tissent entre les personnages. Donc, voilà, elle nous montre quand même le fruit de connexion, encore une fois. Ce qui est la quintessence de tout leur cinéma et de leur série télé, de tout ce qu'elles ont pu produire. C'est qu'en fait, tous leurs films, toutes leurs œuvres, ne se repose littéralement que sur une ou plusieurs connexions. Alors tout premier film, le Bound, c'était l'histoire de deux femmes qui tombaient amoureuses mais qui étaient littéralement des esclaves de la mafia et qui ne se font pas forcément confiance. Elles sont amoureuses mais elles ne se font pas confiance. Et toute la seconde partie consiste à les séparer et à les relier en fait à travers
à travers le mouvement de caméra, au travers en fait des obstacles physiques, c'est-à-dire il va y avoir un mur, la caméra va traverser le mur et va lier les deux personnages, sachant qu'elles ne peuvent pas connecter, elles ne peuvent pas communiquer entre elles. La seule chose qui les relie, c'est leur relation amoureuse qui est toute récente, toute fragile. D'ailleurs, le titre s'appelle Bound. Et le cinéma en plus. Exactement, mais tu as raison. Donc voilà, tous leurs films en fait parlent de ça. Matrix, le premier, c'était uniquement la scène la plus importante de toute la trilogie, c'est quand Neo décide de prendre la porte, décide de sacrifier tout par amour plutôt que sauver son espèce. Et d'ailleurs, il y a une scène miroir où Jupiter Ascending de ça. Voilà, toute leur filmographie va vraiment parler de connexion. Du coup, le fait de montrer ça, je trouve que ça donne une tonalité assez positive au film, de dire que finalement, je suis désolé. Non, parce que je ne sais pas. Ouais, je sais. Non, au contraire, c'est intéressant parce que justement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un film. Moi, je l'ai senti très mélancolique bizarrement, alors qu'il y a un côté effectivement qui se veut joyeux. Mais après, dans ce que je voulais rebondir, c'est ce que je trouve très intéressant, c'est que pour revenir sur la production du film, qui a été un peu particulière à cause du Covid justement, c'est qu'ils ont stoppé en fait le tournage qui avait lieu à Berlin, si je ne dis pas de bêtises, une grosse partie du tournage qui avait lieu à Berlin, notamment à Babelsberg, pendant la Covid. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est assez significative, c'est qu'il y a l'actrice qui joue Bugs qui avait expliqué dans une interview que justement Lana avait failli faire à nouveau une dépression parce qu'elle pensait que le film ne pourrait jamais terminer en fait à cause du Covid. Et à mon avis, je pense qu'il y a dû quand même y avoir un minimum au moins de... Comment dire? Après, à quel point ça a impacté le film, je ne sais pas, mais il y a dû y avoir quand même une réorganisation, à mon avis, de quelques scènes, des choses comme ça en urgence. Parce que c'est vrai que tous les tournages qu'on a pu voir, même les films sont sortis cette année, que j'ai pu voir, ou nous dire au moins, ils ont tous marqué en fin de générique, brigade Covid et tout, et tous, ça a été confirmé par la suite. Il y a eu besoin de reshoot, il y a eu besoin justement de réaménager des éléments de script par rapport justement à la situation liée au Covid. Parce que je rappelle qu'au moment où il y avait les coupes, il n'y avait pas encore, si je ne me trompe pas, il n'y avait pas encore les vaccins. Donc ce qui disait que c'était hyper compliqué, il y avait une clause d'assurance qui avait été accordée à Hollywood, qui disait que si par contre les techniciens ou les interprètes ont le Covid, la production n'est pas tenue responsable. Donc je vous laisse imaginer la pression qu'il y avait sur l'équipe de tournage. S'il y a d'autres questions, peut-être? Oui. C'est plus une question sur, je dirais, Hollywood en général, on va dire, mais peut-être un peu pessimiste, mais je me dis Matrix, il y a quand même des chances que la scène critique, juste par son nom, il attire pas mal de monde. Et ça reste une trilogie quand même, ça reste un mastodonte dans le genre des trilogies, donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque au final que Hollywood se dise quand même, waouh, c'est bien, on a fait Matrix 4 et ça a marché, malgré le fait qu'ils arrêtent pas de dire, ouais, on suce les trucs jusqu'à la moelle, oui, mais ça marche. Du coup, est-ce que c'est pas un peu. Ça marche. Un peu un truc. Un coup d'épée dans l'eau? Ça dépend de quel point de vue on se passe. C'est-à-dire que là, au moment où on parle, là, certes, le film Matrix Résurrection sort, machin et tout, il y a des avis positifs ou négatifs, qui quelque part est rassurant parce que ça prouve que c'est un vrai film. Ça paraît bête, mais quelque part, le fait que ça polarise, c'est pas plus mal parce que je trouve que ça montre que ça reste un vrai film. Mais au moment où je vous parle, le vrai succès, c'est pas Matrix Résurrection, hein. C'est Spider-Man No Way Home. Hein. Et il y a une anecdote qui est d'une tristesse absolue, c'est qu'aux États-Unis, il y a Nightmare Alley, donc le nouveau film de Guillermo del Toro. Je rappelle qu'il y a eu l'Oscar pour La Flamme de l'eau il y a à peine 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, réalisateur oscarisé, son nouveau film sort et tout. C'est une petite production. Ils ont été obligés de retirer les séances de Nightmare Alley pour faire de la place à Spider-Man No Way Home. Ça vous donne en fait le contexte. Voilà. Ouais, comme dit Johan, c'est un peu, ça va être assez intéressant en fait de voir comment le film va faire, ce que le film va faire au box-office et quel est l'impact qu'il va avoir. Effectivement, on n'est pas à l'abri qu'à un moment la Warner dise oui, il a bien marché, donc il est où le 5 ? Auquel cas, ça va être très intéressant de voir quelle va être la réaction de Lana Wachowski. Est-ce qu'elle va continuer à dire si ça vous a plu, qu'on vous crache au visage, moi je rempile? Ou est-ce qu'elle va dire non, ça va, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et après, si les droits appartiennent à la Warner, il n'y aura pas grand-chose à faire qu'elle pourra faire pour empêcher un 5e ou un 6e Matrix. Alors effectivement,
comme vous dites, c'est assez bizarre d'avoir ce discours-là avec un quatrième film. C'est à la fois très intéressant et un peu risqué de l'avoir, et quitte à faire avoir des suites ensuite qui plus ou moins annulent tout ce qui avait été mis en place dans le cadre. On verra bien. Mais ça va être assez intéressant à suivre. Ils vont faire comme la nouvelle trilogie Star Wars, le second va complètement annuler le précédent, et ils vont aussi faire un troisième. Après, je pense que Lana Wachowski est un peu au-dessus de ça maintenant. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté, encore une fois, John Carpenter, quoi. John Carpenter maintenant, c'est que quand on lui dit à John Carpenter, je crois que c'est Guillermo del Toro qui avait rapporté cette anecdote, il dînait avec Carpenter, il disait tu te rends pas compte, t'es le réalisateur de The Thing, maintenant c'est un film culte, tout le monde adore The Thing. Carpenter lui avait répondu, qu'est-ce que ça peut me foutre? En gros, maintenant c'est trop tard en fait, il aurait fallu que ça marche, il y a, quand je l'avais sorti. Maintenant, oui, super, j'ai fait un film, mais maintenant, à part me rapporter les royalties, ma carrière elle est finie, quoi. Donc là, je pense qu'il y a ce côté un peu conscient chez Lana, de faire probablement le dernier film de sa carrière. D'ailleurs, elle n'a pas forcément annulé sa retraite, je n'ai pas vu énormément d'interviews, mais elle avait clairement dit, en même temps que Lily Wachowski, quand elles avaient fermé leur bureau, c'était en 2017 je crois, oui, elles avaient fermé leur bureau à Chicago, leur boîte de production, elles avaient dit bon maintenant on arrête, c'est fini, on va faire autre chose. Et Lana n'avait pas forcément dit qu'elle avait envie de retourner au cinéma. Hein. Je suis même presque, même les séquences d'action dont on parlait tout à l'heure, le film donne une impression d'être tourné dans l'urgence et pas forcément avec l'idée de faire quelque chose de vraiment, comme tu disais, carré comme le premier Matrix, qui était par rapport à son budget, visuellement c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu à l'époque. Et le fait elles avaient storyboardé énormément, le storyboard était incroyable, tout était bloqué, il n'y a pas une seule scène qui dépasse, il n'y a pas de scène coupée dans le premier Matrix, c'est vraiment, tout a été optimisé comme on pouvait. Là, ça donne l'impression d'un film beaucoup plus brouillon, finalement, tourné un peu dans l'urgence et tourné un peu dans la rage du moment et dans un côté un peu sale gosse de se dire les conséquences, finalement, je m'en fiche un peu, moi j'ai fait mon truc, ça marche, ça prend pas, mais j'ai fait quelque part mon film et j'ai dit ce que j'avais à dire. Parce qu'il y a plein de réalisateurs, et pas forcément des petits noms, Steven Spielberg en tête, qui se posent énormément de questions de leur responsabilité sur l'imaginaire tel qu'il est. Un film comme Ready Player One, c'est un film où il se réconcilie quelque part, quoi qu'on pense du film, notamment de la séquence d'enchaînement, il se réconcilie finalement avec tous ces questionnements-là. On lui a reproché avec AI de dénaturer l'œuvre de Kubrick. Et là, il dit, oui, très bien, je vais faire ça, je vais dénaturer l'œuvre de Kubrick, je vais faire une comédie dans Shining. Ce qui fait dans Ready Player One, toute la séquence est une séquence comique. Et il dit, et je le fais parce que je peux me le permettre maintenant, ça y est, j'ai fait la paix avec cet aspect de moi-même. Il le fait aussi dans Le Bon Gros Géant, où il se pose à un moment la question, le Bon Gros Géant étant une créature capable de fabriquer les rêves les plus merveilleux, et à un moment il se dit, qu'est-ce qui pourrait se passer si je décidais de faire les cauchemars, au lieu de faire des rêves merveilleux, de designer des cauchemars horribles. Et il dit, j'en suis capable. Et ça, la question de la responsabilité sur l'image numérique, Spielberg, c'est quelque chose qui le taraude depuis un moment. Avec Jurassic Park, c'est un film qui est lui aussi autoconscient de sa capacité à modeler l'imaginaire et à le rendre réel, finalement, à se substituer quelque part à la réalité. Les Wachowski, là, on est aussi conscient dans ce film-là, mais à un moment, on dit, maintenant, il y a ma part de responsabilité, mais maintenant, c'est vous. Vous vous démerdez, vous êtes des grands, quand même. Il y a aussi ce côté-là, un peu, dans ce film-là, qui vous dit, vous êtes assez grands aussi pour... on ne peut pas porter toute la responsabilité, nous, on fait des films. Si vous les prenez au premier degré, si vous les récupérez, c'est aussi votre faute, quoi, quelque part. Encore une fois, ça c'est l'impression que j'en ai. Ouais, je pense qu'en fait, on peut lier ça avec la dernière réplique sur Repeindre le ciel avec des arcs-en-ciel, qui est à la fois le côté, bon, en tant que créatrice, Lana doit se dire, il faut quand même que je fasse quelque chose, et en même temps, elle dit, je vais finir mon film sur une touche tellement absurde de, ouais, des arcs-en-ciel partout, comme une façon de dire, je peux pas changer le monde à moi toute seule, et si je fais des arcs-en-ciel partout, ça ne résoudra pas forcément tout, mais ça sera cool, mais au moins je me fais plaisir, et quitte à ce que ce soit absurde. Mais voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être une dernière, du coup il y aura une bataille.
On peut en prendre deux, sinon. Alors, moi, c'est plutôt quelque chose qui m'a interpellé, je voulais avoir votre sentiment. On a parlé de Néo, mais Trinity, à un moment, donc elle est avec ses enfants, en tant que mère, et elle dit, comment dire, oui, c'est ça aussi la vie de mère, et on dirait qu'il y a comme une moquerie sur le fait qu'elle était devenue une mère et que finalement tout ça devenait superflu. Et la vraie réalité, c'est aussi une femme, c'est d'avoir aussi des enfants, mais elle dit bah, moi je m'en fous finalement, au bout du compte. Et je voulais avoir cette vision. La femme est un peu bizarre, quoi. Et comme vous avez parlé de la réalisatrice qui finalement elle-même se remet en cause, est-ce qu'il n'y a pas finalement, comment dire, oui, un je m'en foutisme, une philosophie de la vie où on se dit, bah, voilà, je suis un peu perdu là-dessus. Alors, je pense que la séquence à laquelle vous faites référence, c'est le moment où Néo et Trinity sont dans un café et sont en train de discuter. Oui, c'est ça. Alors, si je me souviens bien, encore une fois, c'est la première fois que je vois le film, donc c'est basé sur mes souvenirs immédiats. En fait, ce qu'elle dit plutôt, c'est qu'en fait, elle se pose la question de savoir est-ce qu'elle voulait vraiment des enfants ou est-ce qu'elle les a fait parce que c'est plus ou moins le rôle d'une femme qui est en couple au moment d'avoir des enfants et qu'elle a été, entre guillemets, programmée, ou du moins conditionnée à les avoir. Et après, donc il y a une partie pour moi, du personnage de Trinity au moment de qui ressort et qui presque retrouve une espèce de forme de libre arbitre dans cette remise en cause de ce qu'on présente comme des instincts, mais qui peuvent être aussi socialement conditionnés. Et dans le même temps, je ne pense pas que ce soit complètement nihiliste parce que il y a la fin où justement elle frappe violemment Neil Patrick Harris en disant on ne se sert pas des enfants. Dans la mesure où, comme une façon de préciser, de dire il n'y a pas de jugement sur le fait qu'une femme veuille ou non avoir des enfants, mais il y a un jugement sur le fait qu'on la force, que ce soit par la pression sociale ou par des pressions plus physiques, à en avoir. Voilà. Je pense, en l'occurrence, cet aspect n'est pas forcément nihiliste, notamment parce que c'est plus un côté utilisé par en fait, les enfants comme une prison pour les femmes, mais si vous voulez avoir des enfants, clairement, profitez-en et voilà, profitez de vos enfants. Du moins, c'est comme ça que je l'interprète. Je ne sais pas si. Voilà. Donc, il y avait une dernière question là-haut. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. En plus donc, de l'évidente critique envers la Warner qui est faite par Lana Wachowski dans ce film, je me suis posé la question de savoir s'il n'y avait pas aussi une critique envers, par exemple, ma génération, qui a découvert Matrix, voilà, on avait une dizaine d'années en 99, et on l'a pris comme un gros divertissement avant de se rendre compte, par nos cours de philosophie au lycée, qu'on nous a présenté Matrix avec une lecture un peu plus sérieuse, un peu plus rigoureuse. C'est à cette époque-là où on a pu se dire ah ok, il y a un film à message, et moi c'était pour moi personnellement une première lecture de dire dans beaucoup de films il peut y avoir des messages cachés et que j'ai après décrypté par la suite. Et je me suis demandé si dans celui-ci il n'y avait pas un espèce de challenge à me dire aussi est-ce que je vais comprendre ce film-là, comme vous l'avez dit, il y a des commentaires, beaucoup de commentaires avec des images des premiers films pour voilà, je t'explique ce que c'est, ce que j'ai voulu décrire, mais après on part aussi des fois dans des choses assez comment dire, assez bigarrées, assez confuses, et pour nous mettre sur le challenge. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine forme de critique envers le public que j'ai pu être à l'époque? Ah, pour aller dans votre sens, moi je me suis reconnu dans un personnage, c'est le personnage, alors j'ai plus son nom, mais c'est celui qui joue le flic dans... Non, quand même pas. Je me respecte un peu. Non, c'est le personnage qui joue le flic dans Sense8. Et il est Néo... Berg, ouais. Et il est, en fait, il est néo-analyste ou je sais plus quoi. En tout cas, on suppose que c'est un néologiste, voilà. Plus, un jeu de mots en plus. Et voilà, c'est celui qui l'a décrypté, qui est super fan, qui se retrouve face à Néo en disant ouais, je sais tout de vous. Et bah, moi j'ai passé, comme je disais tout à l'heure, quasiment 20 années de ma vie, pas compressé, hein, mais voilà, je sais que Matrix, c'est quelque chose comme vous, a été assez formateur en fait dans mon rapport au film, au cinéma. Je sais que c'est vraiment le film qui m'a, voilà, pareil, libéré de cette conception cinéma hollywoodien égal méchant, et pareil égal gros divertissement ennuyeux. Et petit film d'auteur, forcément c'est intelligent. C'est dichotomique, complètement absurde, mais
on s'accroche comme une tique à ces postures-là, finalement, même encore aujourd'hui. Hein. On est encore saturé, finalement, de réflexes conditionnés, notamment, là, actuellement, il y en a un qui me gave énormément, et je suis très content de voir que Lana n'est pas tombée là-dedans, mais c'est de dire, par exemple, que le CGI, les images de synthèse, c'est mauvais. Donc, en fait, tous les films actuellement font leur communication en disant, non, on a tout fait en dur, en live. Ce qui est très rigolo, c'est de voir après, rigolo et un peu dramatique, c'est d'aller voir les techniciens SFX, souvent qui sont eux sous-payés, qui sont les petites mains et qui disent non. Je crois que c'est Patty Jenkins sur Wonder Woman 84 qui avait dit oh non, cette scène-là, on l'a faite en dur, et on était content de la faire en dur. Et, le mec a dit no it's not, no you don't. Non, c'est de l'image de synthèse et non, vous n'avez rien fait en dur. Il y a des choses complètement absurdes qu'on voit actuellement. Et donc on est toujours sur ces positions-là. Ces positions très manichéennes, comme quoi il y aurait un bon, un mauvais cinéma. Et actuellement, Hollywood, en plus, travaille sur cette méta-narration, en fait. On nous fait croire qu'il y a des auteurs ou commandés Marvel, alors que finalement, il y a près de 50% du film qui a une image de synthèse qui est littéralement réalisé par les équipes SFX. Le réalisateur n'a absolument pas la main sur les films Marvel, sauf peut-être quelques-uns. Sur Marvel. James Cameron sur Marvel? Non. Oui. Non, mais qui n'a pas la main sur cet aspect-là et qui laisse faire les prévisualisations, les équipes techniques et qui s'occupe juste de shooter les séquences de dialogue. Donc sur un film Marvel, je suis pas sûr que ce soit la portion congrue, quoi. Donc voilà, on est sur un film qui nous avait déjà pas mal éclaté ses préconceptions, qui nous a dit oui, on peut faire de la philosophie avec du kung-fu. Oui, on peut en plus faire un blockbuster, c'est quand même l'un des happenings les plus dingues de l'histoire de la planète, enfin de l'histoire d'Hollywood, la trilogie Matrix. C'est littéralement un blockbuster dont la suite nous explique qu'on n'avait rien compris. C'est quand même assez violent, en tant que spectateur. Je me dis, wow, c'était, on se fout la gueule, quoi. Et le film te dit oui. Oui, maintenant c'est à toi d'essayer de remonter au niveau du truc et de comprendre, quoi. Donc voilà, il y avait. Là, il y a encore cette volonté-là quelque part, mais plus directe. Je pense que ce film-là fait aussi quelque part boucle leur filmographie, boucle le début de leur carrière, donc avec Matrix, puisque Bound, c'était quelques années avant, mais c'est surtout Matrix qui les a fait. Moi je les connais depuis Matrix en fait, Bound je l'ai vu longtemps après. Et là, on a vraiment, comme on disait tout à l'heure, l'équipe de Sense8, que ce soit John Toll, tous les acteurs, les scénaristes, Alexander Raymond et David Mitchell, qui est l'auteur du livre Claude Atlas, et Alexander Raymond, qui était scénariste, donc qui est un écrivain, et qui était scénariste sur la seconde saison de Sense8. Non, sur la seconde saison aussi, il me semble. Le final, en tout cas sûr, mais bon, on vérifiera. Donc voilà, il y a cette idée en fait, et dans les dernières saisons de Sense8, elle prenait plus de gants. Comme tu disais tout à l'heure, Lily Wachowski par exemple, on a marre d'avoir des messages cachés, de dire maintenant elle dit si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et les deux dernières, la saison 2 de Sense8 et surtout le téléfilm final, ne s'embarrassaient plus pareil de montrer, de symbolique ou quoi comme ça, de choses comme ça. Tout passait dans les dialogues, on disait oui, voilà, on vous balance en deux d'attention, puis voilà, maintenant vous la prenez. Donc, bon, tu voulais rajouter? Oui, ce que je voulais rajouter, c'était par rapport à la notion de critique effectivement, de notre génération, pour le dire large. Personnellement, je ne vois pas tant une critique de notre génération globalement. Ce que je pense que Lana va critiquer beaucoup plus, c'est le fait de vouloir simplifier ces films à un ou deux messages. Il y a cette scène lorsque le projet du jeu Matrix 4 est lancé, où il y a tous les communicants qui sont autour de la table et qui disent alors Matrix c'était à propos de c'était une allégorie trans, non c'était un truc anticapitaliste, non c'était quelque chose. Et à chaque fois c'est une idée, c'est des gens qui veulent réduire Matrix à une idée, alors que la particularité des Wachowski, ça a été souvent justement de ne pas vouloir trancher dans ce que leur film voulait dire. Pendant longtemps, lorsqu'on leur demandait alors c'est quoi le message, c'est quoi le propos, leur réaction c'était le propos c'est le film il est ce qu'il est et après c'est à vous de l'interpréter. Et si vous voulez y voir plein de choses, allez-y, faites-vous plaisir, mais n'essayez pas de le réduire à une chose. Et surtout, en l'occurrence, n'essayez pas de le réduire à une seule chose pour le copier et pour le vendre. Je pense que là pour le coup, ça c'est vraiment, s'il y a bien une chose à retirer de Matrix 4, entre autres, encore une fois, je ne veux pas réduire le message à ça,
c'est vraiment, s'il vous plaît, essayez de ne pas réduire le film à une seule chose. Et par contre, faites-vous plaisir sur toutes les interprétations que vous voudrez. Là, accaparez-vous le film et faites-en quelque chose pour vous. Voilà. Je crois que la leçon est claire. On peut terminer là-dessus. Vous remercier pour votre présence. Je vous remercie aussi pour votre présence à vous ici à Manille ce soir. Vous l'aurez compris, vous êtes les bienvenus pour une prochaine fois. Peut-être pour un 5. On verra. Peut-être pour un autre, espérons-le aussi. Donc voilà, merci à tous pour cette soirée en tout cas. Merci beaucoup.